Eh bien bonsoir, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle session d'Endurance Talk, le quatrième déjà, depuis qu'on a commencé au mois d'octobre. On est très content de vous retrouver évidemment avec l'équipe habituelle pour votre rendez-vous mensuel de l'actualité de l'endurance. Et puis évidemment, on vous souhaite une très 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 belle année 2022. Et puis avec moi ce soir, donc Alban, bien sûr, mon coéquipier, my teammate. Salut Alban, Salut Jeff. Et bonne année aussi, hein, meilleurs comment vœux, ça tout à va? fait. On y est, ouais, tout à fait. Eh ouais, ouais. Bah, ça va, Une belle écoute, année de course surtout. ouais, on commence un live fort cette année, donc on va voir, ouais, très bien. Exactement. Exactement, un très beau sommaire à venir. Et puis avec nous, notre invité, évidemment, sur cet Endurance Talk, le rédacteur d'Endurance Info, à qui on souhaite évidemment une bonne année, Laurent Mercier, en direct de Dubaï, dans sa chambre d'hôtel. Voilà, pour tout vous Exactement. dire. Ouais, salut à vous. Voilà. Bonne année depuis le soleil, exactement, dans la chambre d'hôtel. Dans la chambre d'hôtel où il est 23h. Il est 23 heures exactement. C'est pour ça que la lumière est légèrement tamisée, pour qu'ils Non, puissent c'est se pas pour reposer un ça, petit peu. c'est qu'il n'y a pas plus de Ouais, je lumière. sais. Désolé. Eh ben ouais. Ah, c'est pas grave. On s'entend très bien, c'est le plus important. Willy est aux manettes encore pour cette saison. Bonsoir Willy. Bonsoir. Voilà, donc Willy, tu pourras relayer les questions du chat que tu Exact. m'enverras. Et puis en fin de live ou pendant le live, on posera vos questions à Laurent notamment. Voilà. Et puis Nathan qui nous rejoindra tout à l'heure, Fred et Alan qui poseront leurs questions en direct. Voilà, au sommaire, le débrief rapide des 12 heures du golf, la présentation des 24 heures de Dubaï. On a de la chance, Laurent est sur place. Un tout petit peu d'actu GT, de l'actu Wake, bien sûr. Grosse actu aujourd'hui avec les 39 voitures inscrites au championnat du monde d'endurance 2022. Et puis de l'IMSA, bien sûr, puisque les 24 heures de Daytona, mon cher Alban, arrivent à grands pas très très bientôt. Et puis, comme j'ai dit tout à l'heure, quelques questions du chat. Voilà, le programme est lancé. J'ai oublié personne. On fait un petit coucou à Thomas Bastin, évidemment, qui doit être revenu du ski depuis la dernière fois, depuis les Awards. Voilà. Il va bien, Laurent? T'as des nouvelles ou pas? Ouais, il va bien, il va bien. Il va bien. Il est revenu Ah, dans ça son va. pays, on l'a Voilà. laissé franchir la frontière et tout. Et on va le retrouver au printemps prochain. Exactement. Alors Laurent, pour commencer cette Endurance Talk quatrième édition, je voulais revenir avec toi sur une course qui est un petit peu particulière, qu'on a suivie un petit peu de loin, peut-être un petit peu déçu aussi par le plateau. C'est les 12 heures du golf avec 15 voitures. Donc c'était le week-end dernier. 12 GT3 et 3 GT4. C'était la 10e édition, comme j'ai dit. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette course qui était un petit peu, voilà, qui est un petit peu à part. Ça ne sera pas ce qu'on va connaître cette année avec toutes les courses d'endurance, c'est un petit peu différent. Qu'est-ce qu'on peut retenir du cavalier seul de Toussis Motorsport? Voilà, ce que tu peux nous dire là-dessus? Déjà que j'y étais pas, même si j'étais dans la région, mais c'est compliqué. Enfin, ça reste compliqué d'aller à Abu Dhabi, même si c'est le même émirat que Dubaï, parce qu'ils ont remis une frontière suite à la situation sanitaire, donc il fallait un test PCR et tout, donc c'était un peu compliqué pour avoir les résultats en temps et en heure. Qu'est-ce qu'on peut dire? Que le plateau était quand même pas terrible, que la situation a fait il y a pas mal d'équipes qui ont déclaré forfait. Que Ouais. c'était le retour à Abu Dhabi après une année à Bahreïn. Donc ça, mais après, tu vois, tout le monde attendait un petit peu de voir ce qu'allait donner Valentino Rossi. Et Valentino Rossi n'est pas venu cause cas contact Covid-19. Donc bon, 15 voitures sur un circuit de Yas Marina, dont 3 GT4, on attendait un petit peu mieux. Ouais. Alors j'ai eu une question avant de reparler un petit peu des 3-4 faits marquants de cette course. On me posait la question comme ça en privé l'autre fois, pourquoi cette course est divisée en deux, 6 heures, 2 heures d'arrêt et 6 heures de course. J'ai entendu dire que c'est parce qu'il faisait chaud, que c'était compliqué la situation. Moi, je pense pas que ce soit ça. Non, parce Mais, que si mais tu veux, regarde ce week-end, tu as bien les 24 heures de Dubaï et bien ça sûr. pose pas de problème en termes de chaleur. Sachant que Ouais. les deux villes enfin les deux circuits sont distants de quoi 120 km environ. Non, ça a été comme ça dès le début et au début en fait ce qu'il faisait c'est que c'était quand même une course qui était on va dire très gentleman driver et ça permettait aussi de couper un petit peu en deux. Ça permettait de réparer les voitures. C'est la 10e année comme tu l'as dit et au début les GT3 étaient forcément un petit peu moins affûtées qu'elles sont aussi maintenant.
Et ça permettait aussi d'avoir un plateau annexe qui pouvait rouler pendant la période où les gens, les équipes pouvaient réparer. Et c'était aussi au début le lieu de début de nouvelles voitures. Notamment, on se souvient que la Bentley GT3, la première génération de la Bentley Continental GT3 a débuté sa carrière aux 12 heures d'Abu Dhabi notamment. Ça permet de faire des tests aussi un peu grandeur nature. Donc c'est un peu pour ça qu'il y a eu une séparation des deux. Et on a eu il y a quelques années l'arrivée des prototypes avec les CN et puis les LMP3. Et maintenant, on a décidé à Abu Dhabi de se concentrer sur les GT3 et GT4. Mais j'espère que le plateau qui va revenir à un plateau, on va dire, correct. Alors après, il y avait la date aussi, qui d'habitude était au mois de décembre. Et là, la date était prise par la F1. Et cette année, on reverra les 12 heures d'Abu Dhabi au mois de décembre et non pas au mois de janvier l'année prochaine. Ouais, exact. Enfin, après, décembre, les équipes sont souvent en vacances quand même. Parce que la saison, je dirais, globalement, se termine en octobre, en mode Covid. Les pilotes et les équipes, faut qu'elles se remettent en jambes en décembre, c'est pas forcément mieux. Tu parles de décembre, c'est plutôt début décembre, je crois. C'est 11 décembre. C'est vers le 11 décembre. Mais l'idée aussi, t'as quand même pas mal d'équipages aussi, gentlemen, qui viennent rouler, qui viennent prendre de l'expérience. Puis c'est quand même une course. Je veux dire, t'es au mois de décembre à Abu Dhabi, t'es à 6h40 de la France, il fait 25 degrés, t'as la sécurité, t'as tous les centres commerciaux où tu peux venir en famille, où tu peux aller visiter ce que tu veux. Donc c'est forcément un truc un peu exotique et c'est forcément un truc un peu sympa et qui sort de l'ordinaire. Et bon, c'est une course qui a un petit peu de mal, quand même à décoller. Ça reste quand même un peu compliqué, ça a un peu de mal à décoller, surtout que tu as quand même la proximité avec les 24 heures de Dubaï. Et la semaine prochaine, il y a aussi une course de 6 heures à Abu Dhabi dans le cadre des 24 heures Series, qui est une course qui est un peu un one-off. Donc hors championnat, c'est un peu de mal un peu de mal à décoller. Ok. Bon, on a vu quoi, un cavalier seul du Two Seas Motorsport, donc avec Barnicot, qui roulera en IMSA l'année prochaine, notamment, qui du coup est passé de McLaren à Mercedes temporairement avant de retrouver. Comment ? Cette année. J'ai dit quoi ? L'année prochaine. Oui, cette année. Ouais. Bah oui, on a changé d'année. Exactement. On est en 2022, on a changé d'année, exactement. Je suis encore le plus horaire des awards, voilà. Non, effectivement, voilà. Donc c'est lui qui a gagné avec Kodrich et Khalifa. Un petit clin d'œil aussi à Jérôme Polican qui fait deuxième avec sa voiture en AM. Voilà, une belle performance. Ouais. Et une voiture qui sera aux 6 heures d'Abu Dhabi la semaine prochaine avec un autre équipage normalement. Exactement, voilà. Et puis comme tu l'as dit, Valentino Rossi qui n'a pas pu courir sur sa voiture, donc la Monster VR46 qui est exploitée par Kessel. Voilà, donc ils sont fait troisième. Voilà, il avait été remplacé par Salucci, je crois, il me semble. Non, par Fumanelli. Fumanelli, pardon. Ouais, c'est ça. Voilà, donc on s'est un petit peu ennuyé, mais bon, voilà, c'était toujours sympa de revoir un petit peu quelques GT. Je dirais en piste, c'était plutôt pas mal de ce côté-là, mais voilà, on va pas forcément garder un grand souvenir. Laurent, puisque tu es à Dubaï, j'ai profité du fait que tu es dans le paddock depuis maintenant hier, c'est ça, 2 jours? Ça fait 2 jours? Que je suis à Dubaï? Ouais. Non, c'est un peu plus longtemps, mais 2 jours que je suis au circuit. Un peu plus longtemps. Ouais, voilà, 2 jours que tu es au circuit. Donc c'est la première étape des 24 heures Series 2022. C'est la 17e édition, si je ne me trompe pas, des 24 heures Series. Là, par contre, il y aura beaucoup plus de voitures. Donc, il y a plusieurs catégories, comme on le sait, dont 28 GT3. Déjà, je voulais t'interroger un petit peu là-dessus. C'est un championnat où il y aura donc deux titres attribués, un continental et un titre européen, avec 2 courses, notamment à Dubaï et à Sebring. Il y a un retour de Spa pour ce qui est de l'Europe. Pour toi, c'est un championnat que je suis un petit peu, pas beaucoup. Je regarde pas toutes les courses. Est-ce que c'est un championnat qui, organisé par Crevantic, les Hollandais, a encore du mal à se développer par rapport à ce que fait le SRO, par exemple, ou sans comparaison avec le WEC. Pourquoi ce championnat est un petit peu en retrait, alors que finalement, il y a quand même de belles courses, de beaux circuits et des plateaux assez intéressants? Alors, est-ce qu'il est en retrait? Alors oui, comme tu dis, si tu le compares au GT World Challenge, pardonnez-moi le terme. Ouais. Non, mais c'est pas péjoratif de dire ça. La seule chose, c'est qu'on est moins sur un championnat, on va dire, pro en 24 heures Series. C'est pour ça que tu as de plus en plus d'équipages AM, voire pro-AM.
Et les constructeurs mettent aussi leurs pilotes principaux sur les championnats majeurs. Les 24 heures de Dubaï sont une course majeure. Maintenant, le championnat en lui-même, tu verras après que sur les manches suivantes, il y aura forcément moins de GT3 parce que ces équipes qui roulent ici en GT3, elles ont d'autres championnats à côté et que tu peux pas faire toutes les courses. Et on peut pas dire que ce soit le problème, mais la particularité du championnat 24 heures série, c'est comme son nom l'indique, ça dure 24, c'est des championnats 24 heures série avec des courses de 12 heures ou de 24 heures. Donc forcément, c'est des courses d'endurance, c'est des courses qui coûtent quand même de l'argent et toutes ces équipes-là, comme je te dis, roulent ailleurs. Donc c'est pas une priorité pour eux et à un moment, il faut faire des choix et tu vas où tes clients veulent aller rouler. Bien sûr. Ouais. Après, on a quand même un très beau plateau pour ce week-end, hein, c'est 28 GT3. Je voulais que tu nous parles avant de faire un petit peu l'état des lieux des forces en présence des GT3. On va pas faire les 4 GTX ou TCR et TCX. Les 992, la Porsche 900, il y a une catégorie, pardon, 911 GT3 Cup qui est intégrée. En quoi c'est intéressant? Qu'est-ce que ça peut amener en termes de visibilité pour Porsche, pour les pilotes? Quand tu vois le succès de la 911 GT3 Cup, je parle pas de la 992, mais je parle de toutes les 911 GT3 Cup. À Dubaï, il y a toujours eu beaucoup de GT3 Cup. C'est des voitures qui sont fiables et qui font de l'endurance. C'est des voitures qu'on retrouve aussi aux 24 heures de Nürburgring notamment, qui a aussi créé une classe pour les 992. Et la 992, enfin, je veux dire, j'en discutais encore avec des pilotes aujourd'hui. Franchement, la voiture elle est magnifique. Elle est magnifique. La 992, c'est une petite GT3 quoi. De look et tout, franchement, c'est vraiment une très très belle voiture et c'est une voiture qui est affûtée pour faire des courses d'endurance. Donc, Porsche a mis un petit kit pour que cette voiture puisse participer à des courses longues. Et franchement, je pense que tu verras de plus en plus de 992. Bon, c'est que la deuxième année de la 992. Ouais. Mais je crois que le contingent de Porsche pour cette année est déjà sold out, quoi. Ouais, bien. On va suivre ça de près pendant ces 24 heures series, la 992 justement, cette catégorie. Ouais. En termes de réglementation, les qualifications, ça sera la moyenne des temps des 3 pilotes. J'ai vu ça. Moteur allumé pendant les ravitaillements, ce qui se fait pas dans les championnats SRO, il me semble. Ouais, et là, la particularité, c'est que tu fais pas le plein de carburant devant le stand. Tu as des pompes à essence avec des préposés qui sont là tout le temps pendant 24 heures, qui font le plein à la pompe à essence. Et il faut que tu envoies quelqu'un avant à la pompe pour voir s'il y a de la place et voir si tu vas pas perdre du temps pour aller mettre du carburant. Donc, c'est encore un peu old school. Mais ça a un certain charme en fait. Puis c'est un peu plus safe comme ça dans la voie des stands parce que tu as quand même 80 un peu plus de 80 voitures. 84. Ouais. 84 je crois parce que bon avec le Covid et tout, tu vois, il y a toujours des voitures en moins. Oui, ça bouge tous les jours. Mais ouais, c'est un peu old school de voir ces pompes à essence et tout. Où il faut sortir de la voie des stands, tu tournes à droite et tu vas faire le plein de carburant et après tu reviens en piste. Donc c'est particulier, ouais. Comme en Ultimate Cup Series, par exemple. On les voit faire ça. Au Paul Ricard, c'est comme ça. Ouais, comme ça t'évite d'avoir de plugger la voiture devant le stand et c'est un peu plus safe quand tu sais que tu as autant de voitures que ça en piste. Ouais. Un petit détail que je voulais te demander aussi, c'était le système LumiRank, qui a été développé par le SRO, qui sera adapté pendant cette course aux voitures. Apparemment, on arrive mieux à suivre les voitures de nuit. Je vois pas très bien d'ailleurs ce que c'est exactement. De quoi, le LumiRank, tu veux dire? Ouais. C'est ce système qui te permet de voir le classement de la voiture au général et le classement de la voiture par catégorie, puisque les lumières changent. Et tu as les 3 premières lettres aussi du nom du pilote, pour savoir qui est dans la voiture. Et ça te permet surtout de nuit de savoir d'une qui est dans la voiture, de deux le classement et de mieux voir ce que c'est comme voiture. Enfin, la catégorie notamment. Et tu as des couleurs différentes en fonction des catégories, un peu comme en GT World Challenge Europe. Ouais, ok, je vois. Ça marche. Je savais pas qu'il y avait ce nom-là. Ouais, c'est LumiRank, quoi. On n'a pas le même système, notamment en WEC, où là, on a toujours les 3 diodes lumineuses. Mais là, on a décidé de prendre le système LumiRank, qui est le même système qui est utilisé dans les championnats SRO. C'était un bordel, ce truc au tout début. Je me souviens, ça se décrochait du pare-brise, ça tombait. Enfin bon, c'était un calvaire. Et petit à petit, tu vois, ça s'est professionnalisé. Et maintenant, ça fonctionne bien.
même encore maintenant, il y a des petits soucis. Parfois, je me souviens cette année en sprint, je crois, GT World Challenge Europe, parfois le nom du pilote ne se modifie pas, alors qu'on a changé Ouais, de pilote. ça, Parce que c'est manuel. Il me semblait que c'était manuel quand le pilote change. C'est l'équipe bah, qui- c'est surtout avec le transpondeur, en fait. T'as des plugs dans la voiture et le pilote, en fonction du pilote qui est dans la voiture, il doit plugger au bon truc. Il y a des fois, soit il s'est mal plugué, soit c'est pas enfoncé, soit c'est pas mis, et ça arrive de temps en temps qu'il peut y avoir des bugs. Ouais, exactement. Ça marche. Demain, les qualifs, une séance d'essai libre avant, les qualifs, et puis une séance de nuit, 9h35, 9h15 heure française pour les essais libres, qualif midi 35, et puis il y aura une séance d'essai libre à 15h heure française la nuit. Voilà. Et puis la course partira, si je ne me trompe pas, vendredi à minuit, midi heure française. C'est ça, hein. C'est Ouais, 15h 15 en heures, local. exactement. Voilà. Donc France midi. Voilà. Et ce sera diffusé Les, en direct vidéo. Ouais, je l'ai pas dit, ça sera sur Mm. YouTube et on vous Mm. mettra les liens. Les trois directs demain, c'est les qualifs, les essais libres et puis la séance de nuit sur YouTube. On vous mettra ça sur le groupe, évidemment. Voilà. Et puis sur le site Endurance Info. Voilà. Les forces en présence, Laurent, maintenant. Euh, je dirais que c'est la première fois que la nouvelle BMW M4 GT3, il y en aura trois, deux pour le ST Racing et une pour le Schubert Motorsport. C'est la première fois que c'est une course de 24 heures pour les BM, cette Non, nouvelle BM. Deuxième, parce que tu avais C'était déjà où? eu les 24 heures de Sebring à la Ah oui, mi-novembre. exact, exact, exact. C'est un vrai premier test pour cette voiture? Ouais, je pense qu'ils ont fait plus de 25 000 km en essai, donc si tu veux, les tests, c'est déjà fait. Maintenant, c'est un vrai premier test pour les équipes clientes, avant les 24 heures de Daytona quand même. Donc c'est plutôt bien de faire une course d'endurance. Maintenant, je pense qu'il faut que BMW arrive à livrer aussi tous les clients, parce que c'est une voiture qui connaît quand même un certain succès en Ouais, remplacement de la M6. Donc il faut livrer les clients en Europe, il faut livrer les clients aux États-Unis, il faut livrer les clients en Asie. Donc c'est pas simple. Maintenant, c'est une voiture qui plaît ou qui plaît pas. Elle laisse pas indifférent. Elle a un look particulier, notamment la face avant avec sa fameuse grosse calandre là. ouais. Mais bon, voilà. Donc on va voir ce que ça va donner. Maintenant, attention, on n'a pas aussi bien chez ST Racing que chez Schubert, on n'a pas 4 pros dans la voiture. Ouais, sûr. Tu vois, Oui, on a oui, quand même des gentlemen au volant quand même. Donc il faut pas s'attendre à ce que cette voiture elle gagne les 24 heures de Dubaï, sauf tout à fait. retournement de situation. Ouais. On peut tabler sur quoi sans vouloir te brancher avec les pronostics, c'est pas le but. On peut taper. On sent que, ouais. Ouais, vas-y, je t'écoute. Non, j'allais te passer le Ah, témoin. On- on c'est peut la question que tabler j'allais te sur, poser. Vas-y. on peut tabler sur beaucoup de drapeaux, beaucoup de neutralisation, je pense. Vu ce qui s'est passé aujourd'hui avec pas mal de crashs et tout, puis il y a eu des gros crashs en termes de voitures. Notamment Herbert Motorsport qui a perdu une Porsche et je pense qu'il y en a une des trois qui sera forfait. Il y a eu quand même pas mal d'accidents avec des voitures. On a des écarts de vitesse qui sont différents et en plus, un truc qui est pas forcément intelligent, enfin que moi je juge pas forcément intelligent, c'est ils ont augmenté un peu la puissance des voitures qui roulent en GT3 AM et ils ont diminué un peu le poids. Et le problème, c'est que ça crée des problèmes en piste avec les pilotes pro, quoi. Parce que là, tu as la même voiture. Tu as la même voiture, elle est un peu plus légère et un peu plus puissante. Donc forcément, avec l'ABS et tout, les pilotes gentlemen arrivent à freiner quasiment au même moment que les pros. Et le problème des pilotes pros, bah, c'est que pour dépasser, ça devient compliqué, quoi. Et les forces en C'est présence, ce que disait sinon, Jules écoute, Goudon. c'est ce que Ouais. disait Jules notamment. Ouais. Ouais. Et Ouais. Ouais. à part, enfin, t'as quand même Mercedes qui est quand même pas mal armé. Et puis évidemment, faut se méfier aussi d'Audi. Ouais. Audi qui est venu en force avec les moyens européens, avec WRT qui en a deux. Hum, Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a aussi Attempto qui n'a pas eu de chance ce week-end. Attempto qui est présent aussi, peut-être un petit peu en retrait, Attempto quand hum. même. Ouais, avec Ouais. un équipage qui est un petit peu moins capé qu'on peut retrouver chez WRT. Ouais. Tu penses que Saint-Éloque, avec son Audi, peut jouer un peu les troubles faits? Alors, peux jouer les troubles faits, oui, mais pas pour la victoire générale, puisqu'on a quand même trois Ouais. gentleman drivers. On a Olivier Estève qui découvre le GT3. Et après, on a quand même deux gentlemen très expérimentés avec Christian Kelders et Pierre-Yves Pack et le soutien de Simon Gachet en pilote pro. Donc, ça peut faire quelque Ouais. chose dans la catégorie, Ouais, tout à tu fait. vois, mais Ouais. pas pour Ouais. la victoire générale.
On retrouve quand même des équipes très connues comme Haupt qui sont présents avec Marcello notamment dans la 4 qui arrive donc ouais, ça peut le faire. Et je pense aussi à Sun Energy One avec Gounon Engel à Boule-les-Greniers. Ça peut faire mal ça quand même. Ouais, faut qu'Aboul nous fasse pas de petits bois en piste. C'est pas son genre. C'est pas son... Non, mais oui, ça fait partie de toute façon, ça fait partie des équipages en lice pour la victoire, aussi bien chez SPS que chez Haupt Racing Team. Exact. Laurent, pourquoi on ne retrouve pas de Ferrari pour se battre au général? Eh ben, figure-toi que les 24 heures de Dubaï, on en a vu, hein, c'est pas qu'il n'y en a jamais eu, mais ça n'a jamais été vraiment le terrain de jeu des Ferrari. Il y a eu quand même à F Corset au tout début des 24 heures de Dubaï, je me souviens les premières années où je venais, qui faisaient rouler des pilotes et tout. Mais on a rarement eu des Ferrari vraiment taillés pour la victoire. Alors, me demande pas vraiment pourquoi, j'ai pas d'explication. Surtout qu'il y a eu quand même beaucoup de Ferrari qui roulent, mais Ferrari n'a jamais mis les moyens ici pour faire rouler des voitures pour la gagne. Exact. D'ailleurs, parmi tous les vainqueurs, il n'y a jamais eu d'Italienne. C'est que des Allemandes qui ont gagné. Ouais. Si, c'est ça. Hein. 6 fois Porsche, 5 fois Mercedes, 3 victoires BM et 2 Audi. Voilà. Faut pas être italien, Alban, pour gagner Dubaï. Ouais, c'est une course de seconde zone pour eux, on va dire. C'est l'entraînement du WEC et l'Asian. Alban, on a quand même une Lamborghini quand même qui est plutôt pas trop mal pilotée quand même cette année, notamment avec Mirko. Ça peut quand même aller vite. Barwell. Avec Barwell. Et je sais que Barwell et les courses d'endurance, on connaît, donc on verra. Ouais, ils peuvent peut-être jouer le podium. Hein. Ouais, ça peut. Écoute, tout est possible. Tout est possible. Donc tu nous as dit beaucoup de casse aujourd'hui. Ouais, beaucoup de casse, beaucoup de drapeaux rouges. Beaucoup de drapeaux rouges. Ah. Et avec, je te dis, je crois que Herbert, ils ont perdu un châssis aujourd'hui. C'est par rapport à la piste ou pilote? Le truc, c'est que tu as des écarts déjà de vitesse qui sont quand même assez impressionnants. Il y a des pilotes qui n'ont pas roulé hier, il y en a qui sont arrivés que ce matin. Si tu arrives déjà avec ton avion, que tu t'es tapé 6-7 heures de vol, que tu arrives ici à 6 heures du matin et puis que tu es dans la voiture à 11 heures et que tu n'es pas forcément super méga frais, ça peut devenir vite compliqué. Et puis je te dis, tu as entre les GT4, les GT3 de pointe, les TCR, et encore, on évite maintenant les Clio, les Citroën C2 ou toutes ces petites voitures-là qui roulaient encore il y a quelques années. Mais c'est une course quand même où il y a quand même souvent de grosses sorties. Ok. Qu'est-ce qu'on peut rajouter? T'es depuis quelques jours dans le paddock. T'as glané quelques petites informations à droite à gauche pour cette saison? Des petites news, des petites... Ouais. Et le renforcement notamment de l'équipe Haupt Racing Team qui s'est fait renforcer un petit peu techniquement, qui va faire de nouveaux programmes, qui va aller vers de nouveaux horizons aussi. D'ailleurs, il y a l'Asian Le Mans Series qui est déjà programmé. Et puis après, écoute, on essaie de récupérer un petit peu des infos aussi pour la saison. Ça marche, ok. À retrouver il y a des gros line-up, hein, quand même. Hein. Il y a des très gros line-up. Hein. Il y a des line-up IMSA, il y a des line-up WEC, il y a du line-up beaucoup de GT World. Donc, non, il y a des bons. Il y a des bons équipages. Hein. Je te dis, si tu vas chez WRT, si tu vas chez Haupt et chez SPS Automotive Performance, t'as quand même des sacrés clients quand même. Ouais, la numéro 7 chez Audi, c'est quand même Alsod, Dries Vanthoor, Vergès et Christopher Mies. Et Nober. C'est pas mal. Ça risque d'aller vite. Ça peut aller très vite. Effectivement. Ça marche, ok. On a fait le tour sur les 24 heures de Dubaï. Voilà, on va suivre ça ce week-end. On relaiera évidemment tes infos que tu nous donnes, les fameuses brèves du mardi matin, du mercredi soir, ça dépend. Voilà. Faut les trouver, hein. C'est pas simple, mais on y arrive. Ah, je vois que tu y arrives bien. Tu les partages bien aussi. Tu les partages bien. Je m'arrête là. Voilà. En tout cas, c'est super agréable. Juste, je sais qu'il y a une grosse actu wake, notamment aujourd'hui. Après, je vais laisser la parole à Alban, on va dire. Juste 3 petites choses. Les 12 heures de Bathurst risquent d'être reportées. Donc, elles sont prévues normalement du 25 au 27 février. On sait pourquoi.
Je te posais la question il n'y a pas longtemps. Comment ? À cause du tennisman, c'est ça. À cause de Djokovic. Exactement. Ouais. Le plus important, c'est qu'Alami finalement soit maintenu pour finir l'année 2021 quand même. Oui. Surtout que le matériel était parti. Donc, si tu veux, le matériel est même arrivé là-bas d'ailleurs depuis pas mal de semaines. Ouais. Donc, oui. Après, je pense que Batters, c'est un secret de polichinelle de dire que ça n'aura pas lieu au mois de février et que ça aura certainement lieu au mois de mai. Et là, ça peut compliquer la donne pour les équipes européennes. Exactement. Parce que le calendrier va être bien chargé. Si la date qu'on a entendue est officialisée, ça tomberait Après, cette date-là peut aussi changer, encore que ça tomberait le week-end du GT World Challenge à Manicourt. Ah non. Je veux pas. Bon, okay. C'est logistique. Faudra faire un choix entre l'Australie ou la Nièvre. C'est l'outback dans le coup. On a l'outback français. Décevoir, mais je crois qu'on va choisir avec Alban la campagne nivernaise. C'est pour ça qu'on dit. C'est con. Ouais, c'est con parce que Batters c'était quand même pas mal. Ouais, mais bon, je travaille le lundi. Alors ça se complique. Ouais, voilà. Mais pense-y, si tu pars en Australie, tu remontes dans le temps. Ouais. Donc, N'est-ce pas, mon cher Willy ? Je voudrais pas qu'il m'arrive ce qui t'est arrivé. Voilà. Oh oui. Ouais, ça fait presque 2 ans. Voilà. Ça fait presque 2 ans que tu t'es pris la porte dans la figure. Voilà. C'était le début de cette pandémie qui nous embête un petit peu. Voilà. Avant de passer la parole à Nathan, qui va nous raconter un petit peu ce qui s'est passé ce week-end en e-sport, puisque tu es passionné de sport virtuel, Laurent. Ça, je le sais que tu adores ça. Parle. Voilà. Futur champion du monde, Laurent. Non, il s'est passé un super truc ce week-end et tu en faisais partie, Laurent, peut-être sans le savoir. J'aimerais que tu nous parles vite fait rapidement de ta petite escapade au GPX Store. C'était hier, voilà. Ça a l'air d'être un endroit super sympa. Je profitais de ta présence pour que tu nous parles de ça. Je trouvais super sympa les photos que tu mets sur Insta. Qu'est-ce que ça a de particulier cet endroit ? Et d'ailleurs, GPX qui ne remet pas son titre en jeu cette année à Dubaï. Ça a de particulier que si tu es passionné de sport auto, c'est un peu la caverne d'Alibaba un peu. C'est-à-dire qu'il y a tout, les combinaisons des pilotes, les casques des pilotes, les casques de Schumacher, les casques de Senna, les casques d'Hamilton, les paires de gants, toutes les combinaisons, les bottines, les livres aussi. Moi qui suis très livre, là, je suis pas déçu, parce qu'il y a des bibliothèques entières de tout ce qui est magazine et tout ce qui est beaux livres sur le sport auto, plus des voitures, parce qu'il y a aussi... il y a la Marussia de Jules Bianchi qui est exposée. Il y a aussi une Caterham F1, plus quelques voitures un peu historiques. Et c'est la caverne d'Alibaba. Franchement, tu rentres là-dedans, il y a des miniatures. Et c'est un endroit assez magique, quoi. C'est un endroit assez magique. Ok. Ouais, c'est vraiment un endroit magique. Ouais, puis là, le circuit de Dubaï, c'est un petit peu diversifié. À l'entrée, ils ont fait un espèce de café avec tout tiré vers le sport auto, avec à l'intérieur, il y a une Porsche qui a fait la Panamérica qui a exposé et tout. Donc, c'est assez sympa. Franchement, ça c'est plutôt pas mal. Ouais. Et GPX Store, c'est vraiment l'endroit à découvrir. Ça marche. Écoute, si on a la chance d'aller là-bas, on ira faire un tour. Merci pour ces précisions. Nathan, ce week-end, il y a eu une course virtuelle, les 24 heures pour Anna, cette petite fille qui est très très malade. Voilà, et donc Endurance Live et Endurance Info étaient présents. C'est toi qui vas nous raconter tout ça. Oui. Donc, ce week-end, il y avait les 24 heures for Anna qui se déroulaient sur Assetto Corsa Compétition. Et on a roulé, personnellement je n'ai pas roulé, c'est Gwenaël qui a roulé avec Théo. Ils ont roulé à bord Théo Mongodin, oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Avec une Aston Martin Vantage GT3 que vous pouvez voir derrière, avec cette configuration-là, donc c'est la livrée avec laquelle ils ont roulé. C'est moi qui l'ai réalisé et ils ont fait un bon résultat puisqu'ils ont terminé 4e de la course sur le circuit de Spa. Et de mémoire, il me semble que cette association a récolté 10 000 euros. 13 061 pour être précis.
Voilà. 13 000 €. Ouais, 13 000 €. Et l'équipage a fait 4e. 4e overall. Voilà. Et donc, sous le capot, on voit Endurance Info, Endurance Live. Voilà, t'as fini 4e ce week-end en e-sport. Félicitations. J'étais même pas au courant, en plus. Bravo. Bravo. Oui, ils nous ont demandé si on pouvait mettre bravo, surtout en plus, bravo, surtout si en plus c'est pour une bonne cause, c'est encore mieux. Et en plus, devine quel temps il y avait à Spa en e-sport. Il faire mal, la pluie. La pluie. Ça. Voilà, il a beaucoup plu. Voilà, merci en tout cas Nathan pour avoir fait cette livrée. On remercie Gwen et Théo d'avoir roulé. Ils ont roulé à 2, ils ont fait les 24 heures, ils sont terminés 4e à 4 tours du premier. À 2 voilà, suite à des... Ouais, ils ont fait à 2, ouais. Ah, ils l'ont fait à 2. Vache. Ah oui. Ah oui. Et d'ailleurs, je vous mets au défi, par rapport à la livrée, de trouver, parce qu'elle est très très inspirée d'une livrée qui a roulé l'an dernier un GT World Challenge. Tu peux nous la remettre, Willy, s'il te plaît parce que les gens ne voient pas Nathan, on l'entend uniquement. Je sais pas. Quelque chose de part... Je sais pas, Laurent, ça te dit... Tu parles de la couleur, d'un logo? Je sais pas l'image, j'en sais pas. Je sais pas, tu la vois pas l'image. D'accord. Eh ben, c'est pas grave. Dis-nous, Nathan, alors. Eh bien, je me suis inspiré de la livrée de Hop Racing... Non, de Oman Racing, voilà, pardon. Qui a roulé au Nürburgring en 2021. Exact. Effectivement. Parce que je voulais voiture, en tout cas. Je voulais une livrée qui soit asymétrique. Parce que j'aime pas les livrées qui sont des deux côtés pareils. Donc, avoir ça, c'était quelque chose qui permettait de casser cette symétrie et d'avoir quelque chose qui soit un peu plus de l'ordinaire. Ouais, c'est très réussi. Un peu de violet, du blanc. Très très joli, on dirait un petit requin. C'est pas du violet, c'est du rouge très foncé. On dirait que c'est du violet, rouge très foncé. Ok. C'est un rouge, d'ailleurs, c'est un rouge Ferrari. Exact. L'ancien rouge Mugello. C'est un rouge Mugello, voilà. le plus foncé. Exact. Et après les bandes roses pour rappeler, bien sûr, la bonne cause. Ça marche. Merci beaucoup en tout cas Nathan, Gwen et Théo pour cet investissement. Très très belle somme récoltée. Et c'est pas fini, je crois qu'il y a plusieurs courses. Bref, vous retrouverez tout ça sur le site du site 24 heures, 24 hours for Anna. Voilà, pour être précis. Alban, que j'ai épinglé, j'en ai profité, excuse-moi Jay, j'en ai profité pour l'épingler dans le chat. Et évidemment, pour ceux qui regarderont le replay sur YouTube, le lien sera dans la description. Impeccable, c'est bien, il faut soutenir cette bonne cause. Grosse actu Wake, Laurent et Alban, aujourd'hui, les 39 inscrits à l'année pour 2022 sont sortis. C'est vous qui allez en parler, puis on prendra évidemment les questions de Nathan et de Fred. Voilà. Alors Laurent, tu veux attaquer par le WEC ou l'IMSA? Tu veux qu'est-ce qui t'inspire en premier? On fait un point sur les engagés IMSA ou on attaque la liste WEC? Écoute, je pense que l'actu de la journée, c'est quand même la liste WEC. Même s'il y a la liste IMSA aussi qui a dû être officialisée il y a peu de temps là, pour les 24 heures Daytona. Mais la liste WEC, quoi. La liste WEC, c'est ce qui a fait un petit peu parler toute la journée, même dans le paddock ici à Dubaï. Eh oui. Qu'est-ce qu'on peut retenir, c'est que il manque Bicoles. Ouais. Ouais. Je pense que Fred te posera une question sur ça. On voit qu'une grille que nous, tiens. C'est sur les 6 LMH, c'était prévu. Ouais, mais ça c'était prévu. Donc la deuxième passera au Mans alors. Passera pour le Mans. On voit 15 LMP2, dont 2 équipages, 2 teams français avec Richard Mille et Ultimate. Voilà. Attends, j'ai oublié quand même à l'MH, le Cocorico, on a quand même 3 Alpine et Peugeot qui arrivent, ça y est. Ouais. Alors là aussi, on va attendre un peu pour savoir quand vont se faire les débuts en compétition, parce qu'il ne faut pas rêver, on ne verra pas Peugeot à Sebring, ça c'est quasiment sûr. Et après, la question que tout le monde se pose évidemment, c'est est-ce que Peugeot sera aux 24 heures du Mans ou pas? On fait les paris. Moi, perso, j'ai une petite idée, mais ça, pour l'instant, aujourd'hui, cette petite idée n'engage que moi. Ouais. Est-ce qu'ils seront capables, enfin, on peut pas le dire, ça sert à rien que je te pose la question parce qu'on l'a pas vu rouler.
J'allais dire, est-ce qu'ils sont capables d'arriver jouer le podium? C'est un constructeur, donc je te dirais oui. Ma question est un petit peu bête, mais tu peux tout. Regarde, qui aurait cru que les deux Glickenhaus auraient terminé dans le top 5 en 24 heures du Mans sans le moins de problème? Sachant que c'est pas un constructeur. Si, c'est un constructeur, mais c'est pas un constructeur, on va dire, d'envergure mondiale. Voilà. C'est pas un constructeur qui a des moyens illimités, enfin pas illimités, mais qui a des moyens, mais qui a moins de moyens qu'un Toyota ou qu'un Peugeot, par exemple. Donc tu peux toujours jouer le podium, mais bon, ça va être compliqué d'aller battre Toyota quand même, de par leur expérience. Laurent, je me permets, on en discutait en off avec Alban de Peugeot l'autre fois, tous les deux là, comme des grands. Et Peugeot, je pense qu'ils ont quasiment l'obligation d'arriver au moins en 2022, parce que s'ils peuvent pas rouler ou ils participent à une compétition comme le WEC, évidemment, en 2022, arriver en pleine foire, excusez-moi le terme, en 2023, c'est pas terrible. Il vaut mieux arriver en 2022, faire quelques armes, tu vois? Non? T'es pas d'accord avec ça? Si, mais tu les verras en 2022. Alors, où est-ce qu'on les verra? Moi, personnellement, je pense pas qu'ils seront prêts pour la première partie de la saison. Déjà, parce que je pense que personne ne veut se précipiter. Plutôt prendre le temps de bien homologuer la voiture, que la voiture soit la plus compétitive possible. Et maintenant, si Peugeot débute à Fuji, Peugeot débutera à Fuji pour préparer l'année prochaine. De toute façon, en 2023, tu auras des teams qui vont débuter. Hein. Il y aura Ferrari, il y aura l'arrivée des LMDH. Donc, ça changera la donne. Ils auront un coup d'avance, on peut dire ça. Ceux qui ont un coup d'avance, c'est plutôt Toyota. Voilà. Donc, Toyota aura 2 coups d'avance et Peugeot aura un coup d'avance par rapport à Ferrari et les LMDH, Porsche, Audi et peut-être Bicoles aussi qui va arriver. Espérons. C'est fou comme c'est quand même fou comme cette petite équipe Bicoles recueille des suffrages un peu partout. C'est l'équipe, c'est un peu l'équipe coup de cœur. C'est un peu la même chose que Glickenhaus en fait. Je pense que c'est un peu l'idée, c'est un peu le petit qui va affronter le gros, enfin les gros. Et mais là, la fameuse Van Wall, là, on la verra pas à plein temps. Cette année. Donc, je sais qu'on aura une communication parce que Boris Bernès, team principal de Bicoles, a plus ou moins communiqué comme quoi il était surpris. Et je sais, on a eu un entretien cet après-midi avec le directeur général du WEC, et le WEC doit communiquer sur le pourquoi du comment de l'absence de Bicoles en WEC cette année. Bon, justement, t'en connais sur Bicoles. Est-ce que t'es là, Fred? Est-ce qu'il est là, Fred Doussard? On va profiter qu'on a ouvert le volet Bicoles. Eh ben, écoute, pose ta question à Laurent et il va essayer d'y répondre sur Bicoles. C'est plus en effet, comme disait Laurent, il y a une popularité pour cette équipe. Moi, leur absence sur la liste, je ne dirais pas que ça me déçoit, je dirais que ça me choque. Parce qu'on a pu lire, pour l'instant, que soi-disant, c'est parce qu'ils étaient en phase d'homologation. La Peugeot est aussi en phase d'homologation, pourtant ils sont acceptés et 2 voitures. L'année dernière, Glickenhaus avait été annoncé aussi inscrit au championnat, pourtant à l'époque, la voiture n'avait jamais roulé, n'était pas homologuée. Donc moi, cette absence, elle me choque. Si derrière, ils n'en veulent pas, oui, mais il fallait leur annoncer. Ça coûte cher quand même de concevoir ce genre de manœuvre. Ça me choque un peu. Je trouve qu'il y avait de la place pour les mettre. On a bien une Alpine qui ne correspond absolument pas au règlement. Pourquoi pas une Bicoles? Qu'est-ce que je peux te dire? Je comprends. Enfin, moi perso, alors attention, moi je fais pas partie ni du comité de sélection, ni de la FIA, ni de la CO, ni rien du tout. C'est juste la casquette de journaliste. Je comprends ton propos en fait. C'est vrai que tu peux te poser la question pourquoi tu prends pas Bicoles qui est pas homologué et pourquoi tu prends Peugeot qui est pas homologué non plus et qui sera pas assez brig. Bon, certes. Maintenant, on devait aussi voir Bicoles l'année dernière. Ils ont fait un peu toujours, ils sont venus après Le Mans, ils sont partis, ils sont pas revenus. Là, la voiture, enfin, je veux dire, la dernière communication de Coles, elle remonte à avril 2021.
sur cette voiture-là. Ok, donc il y a quand même, on va pas dire un an, mais presque, où il n'y a eu aucune communication sur cette voiture-là, de la part de l'équipe. Alors le problème, c'est que tu fais quoi? Tu prends Baïkoles, ok, mais ça veut dire que tu laisses sur la touche peut-être une équipe, ok, qui n'est pas en hypercar, qui sera certainement en GTE, mais qui est peut-être fidèle, qui vient peut-être tous les ans, et tu vas la laisser sur la touche, tu vas prendre Baïkoles, et au final, tu vas te rendre compte que Baïkoles ne viendra pas, ou va venir peut-être sur un one-shot ou un truc comme ça. Glickenhaus, ok, l'année dernière, il devait venir sur toute la saison, ils ne sont pas venus. C'était la première année de la catégorie hypercar. Là, la FIA et la CO dit attention, si vous voulez être pris, il faut au moins une voiture sur l'intégralité de la saison. Et vous pourrez avoir une deuxième voiture au Mans. Bon, c'est un moindre mal. Je pense que Jim Glickenhaus, qui est quelqu'un de sensé, s'est peut-être dit merde. C'est vrai que en fait, on joue c'est un championnat, il y a des règles à respecter. Tu ne peux pas non plus forcément te déroger à la règle. Donc, je comprends ton point de vue, mais je me mets aussi à la place des organisateurs qui ont eu beaucoup plus de demandes en fait que de places disponibles et de se dire qu'est-ce qu'on fait? Tu prends cette Van Wall que personne ne connaît, qu'ils n'ont même pas communiqué que c'était Van Wall officiellement. Personne ne le sait ça. En fait, on le sait parce qu'il y a des bruits. Je veux dire, il y a zéro. Dès que tu fais une demande et tout, tu fais une demande au team. Soit tu n'as pas de réponse, si tu as une réponse avec soit yes, soit no. Donc, tu vois, donc je comprends l'engouement qui est autour du team, je comprends aussi le fait que ce soit un peu David contre Goliath, mais ça, tu peux te permettre de les prendre si jamais tu es sûr de ne pas remplir. Mais si tu es sûr de remplir, tu fais quoi? Tu laisses sur la touche une équipe qui s'est bougée de derrière pour être sur la grille et qui sera sûr d'être là. Alors, Laurent, est-ce que c'est un non définitif ou il y a possibilité de les voir faire des one-shots? Le problème, c'est que pour ça, il faut qu'il y ait de la place. Ça va dépendre aussi de la capacité d'accueil des stands en fonction du circuit. Moi, je vais plutôt me fier à attendre un peu la communication qui doit être faite incessamment sous peu par le WEC sur le pourquoi du comment de l'absence de Coles. Donc peut-être que le WEC va communiquer en disant ben voilà, ils sont pas sur la liste, mais une fois qu'ils auront homologué la voiture, on verra ce qu'il en est. Une fois que la voiture aura roulé, qu'elle aura fait un shakedown, je veux dire, la voiture elle a pas roulé. Ou alors peut-être on pense ou même je sais que c'est Tom Dillman qui avait communiqué en fin d'année comme quoi elle allait rouler. Et la voiture, ça veut dire qu'il faut l'embarquer d'ici quelques semaines pour qu'elle aille rouler à Sebring après. Après, tu peux aussi faire comme Peugeot, c'est-à-dire commencer plus tard. Mais tu sais que Peugeot sera là avant la fin de l'année. Est-ce que tu sais vraiment si Collet sera là avant la fin de l'année? C'est pas simple. Hein. C'est pas simple. Hein. Donc peut-être qu'il faut leur donner un peu plus de temps pour homologuer la voiture et être là l'année prochaine. Mais ce serait bien de communiquer et de dire au moins officiellement pourquoi Van Wall, pourquoi le nom qui a été trouvé de la voiture, est-ce que c'est une voiture qu'on pourra acheter pour rouler sur la route avec, est-ce que c'est une hypercar juste pour la course? Pour l'instant, c'est un peu le flou artistique, hein, donc moi je me mets à la place des organisateurs. Très bien. Sur Peugeot, tiens, pourquoi numéro 93 et 94? Voilà. Pourquoi? J'ai la réponse, mais ce sera à lire incessamment sous peu. Ce sera à lire Je vais garder un peu de suspense, mais j'ai la réponse. Alors, justement, pour Peugeot, tiens, on a Alan qui souhaiterait te poser une question. Alan, est-ce que tu as ta question pour Laurent? Oui, bonsoir messieurs, bonsoir Laurent. Bonsoir Alan. Alors, petite question, là, on parlait de Baïkoles. Monsieur Frédéric nous a lancé là-dessus. Comme quoi, il ne serait pas là. On a beaucoup entendu parler qu'il devait venir. D'un seul coup, on n'a plus entendu parler de rien. J'ai envie de dire, Peugeot a fait un peu mieux au niveau communication. Mais par contre, on n'a pas vu grand-chose de plus. Est-ce qu'il ne prendrait pas la place de quelqu'un, en fait, finalement, dans cette liste WEC? Ils prennent forcément la place de quelqu'un parce qu'ils ont refusé plus de demandes. Ils n'ont pas refusé que Baïkoles. Il y a d'autres teams, pour en avoir discuté un peu avec eux, qui avaient déposé un dossier qui n'ont pas été pris. Maintenant, pourquoi ils n'ont pas été pris? Dragon Speed, non? Ça, c'est pas à moi de le dire. Bon, Dragon Speed, je pense pas, mais plutôt des teams en GTE.
Mais oui, tu prends la place de quelqu'un, c'est Sebring, notamment en début de saison. Après, il y a un autre truc aussi qui me taraude un peu. Ces équipes, alors attends, je te coupe Alan, ces équipes qui n'ont pas été prises après, Librel alors après c'est plus le même programme, mais tu peux toujours demander un engagement de LMS et demander un engagement en 24 heures du Mans. Par contre, tu dois passer devant le comité de sélection. Et du coup, je me posais une deuxième question sur Peugeot. C'est pourquoi 2 en WEC à l'année, du coup? Parce que je pense que quand Peugeot va débuter en compétition, il y aura les 2 voitures et que Peugeot a payé un droit d'engagement à la saison pour 2 voitures et que, ils ont quand même signé quand même tous les pilotes, voire même un de plus. Donc ces pilotes, il va bien falloir les faire rouler, tu vois. Et pour moi, quand Peugeot va venir directement avec 2 voitures. Donc tu demandes 2 engagements. Mais maintenant, on a essayé de savoir, pour être totalement transparent, de savoir combien de concurrents sont restés sur le carreau. Et il n'y a pas de communication pour savoir combien il y en a qui sont restés sur le carreau. Très bien. Ça répond à ta question, Alan ? Complètement. Sinon, on parlait de Dragon Speed, là, j'ai entendu à un moment. C'était marqué comme quoi qu'il partait en IMSA, a priori. C'est comme Racing Team Netherlands. Ouais, exactement. Donc, je pense que alors Racing Team Netherlands, c'est oui, il y aura une demande pour les 24 heures du Mans. Et puis, je pense que Dragon Speed, c'est la même chose. Et je pense que, alors, est-ce que iClass Racing demandera un engagement pour le Mans? Ça, je sais pas. Mais c'est le seul petit bémol qu'on peut trouver à cette liste, c'est qu'il y a que 3 voitures en programme, en P2. Ce qui n'est pas beaucoup. Ça tombe bien que tu parles de ça, justement. J'en avais préparé une là-dessus, en plus, c'est ça le pire. 3 en Pro-Am en WEC, ça fera quoi en ELMS? Du coup En Pro-Am, tu veux dire? En Pro-Am en ELMS. Ça en fera peut-être beaucoup plus, du coup. Ça en fera certainement plus. Après, beaucoup plus, je sais pas. Tu auras déjà F Corset, déjà. Puisque le même équipage doit rouler aussi en ELMS avec l'Oreca 07. Et après, je pense que les Racing Team Turquais ou tous ces gens-là vont peut-être aussi venir en Pro-Am, du coup en ELMS. Et on va voir après qui va rouler en ELMS en Pro-Am. Mais c'est vrai que la perte des équipes qui sont parties rouler en IMSA, c'est une lourde perte pour le WEC. Tiens, c'est tout bon pour toi, Alan? Oui, impeccable. Pas de souci. Merci bien, Laurent. Merci, Alan. Merci à toi. Merci, bonne soirée à vous. Fred aussi. Et justement, Laurent, on va boucler l'hypercar WEC. Je crois que Nathan avait une question sur Alpine et Glickenhaus. Est-ce qu'il est là, Nathan? Oui, je suis toujours là. Allez, on t'écoute pour ta question sur les hypercars. Du coup, de ce que j'ai pu voir l'an dernier, en 2021, par rapport à la Glickenhaus, c'est que, certes, la voiture manque un peu de développement à l'heure actuelle, mais on a vu que quand même c'était une voiture qui était quand même qui pouvait challenger Alpine. Est-ce que cette année, en 2022, elle peut vraiment venir titiller Alpine correctement? Tu sais, quand tu es dans une catégorie où il y a une balance de performance, tu peux tout te permettre. Ça, c'était la réponse facile. Non, mais c'est la réponse. C'est la réponse facile. Le seul problème. Non, mais le seul problème, c'est qu'on est dans une période où chaque euro est compté, que tu peux pas développer. Tu peux pas développer ce que tu veux. Les essais sont limités pour une question de coût. Et pour l'instant, si tu veux, la Glickenhaus, après les 24 heures du Mans, ils ont rapatrié les voitures aux États-Unis et tout ce que la voiture elle a fait, c'est un petit roulage sur un circuit club et est exposé devant un café pour que des gens prennent des photos. Donc, si tu veux, quand la voiture elle va débarquer à Sebring, par chance, tu pourras compter sur Olivier et Plat pour piloter la voiture. J'espère que Romain sera dans la voiture aussi. Mais bon, c'est pas le circuit le plus facile. Donc après. Mais pourquoi pas challenger, ouais. Maintenant, l'Alpine est une voiture connue, reconnue, et ça sera certainement le même équipage que l'année dernière en plus dans la voiture. Du moins, c'est le but.
Donc, bon, il va falloir que la fiabilité soit au rendez-vous déjà. Parce que bon, Le Mans, ça a fonctionné, mais il va falloir maintenant rééditer l'exploit. Sachant que les deux labs n'ont pas fait de développement non plus sur les voitures. Ça bloque Non, aussi. non, non. Les deux se neutralisent aussi. Oui, ça c'est sûr. Mais maintenant, je te dis, le problème, c'est quand tu es dans une BEP, tu joues un petit peu avec les uns et les autres pour que tout le monde puisse rivaliser. Donc, on va voir ce qui sera décidé par la FIA à ce sujet-là. Ok. Mais Nathan, j'espère, ça va challenger. C'est ce que tout le monde veut en fait. Oui, en plus, c'est vrai que cette voiture, je trouve que c'est un peu un ovni, parce qu'elle est arrivée comme ça d'un peu de nulle part, et par rapport à ce qu'on a vu, de ce qu'on connaît de la compétition auto, elle sort un petit peu des clous. Et ne parlons pas de la Peugeot qui risque de sortir encore plus des clous. Bah ouais, puis c'est un peu comme Baïkoles, c'est que c'est un petit peu le petit qui va défier le grand, et ça a plutôt bien fonctionné aux 24 heures du Mans, donc tout le monde se met à rêver. Enfin, je veux dire, même nous, à chaque fois qu'on fait un article sur Glickenhaus, c'est exactement comme Baïkoles, t'es sûr que c'est le carton absolu. Parce que en France, on a toujours aussi aimé les petits. Tu vois, c'était le cas. Alors après, lui, c'est différent parce que c'est une légende, mais c'est un peu la même chose que pour Pescarolo, ou du Tandis de Courage notamment. Tu vois, ce soit Henri Pescarolo ou Yves Courage, quand ces gens-là, quand tu parles de ces gens-là, tu es sûr de faire un carton. Parce que ça a toujours été les petits qui ont essayé de défier les gros. Et c'est aussi l'histoire de l'endurance. Et aussi la communication de Glickenhaus qui a toujours été totalement l'opposé des gros. Les gros, ça a toujours été non, montre pas ça. Et Glickenhaus a été regardez, là, on a mis une petite pièce là et tout pour gagner 3 kilos. Ce genre de choses. Donc, c'est ça aussi qui a plu, je pense, aux gens, c'est qu'on a pu voir le développement, la construction d'une voiture de A à Z. Quand tu penses que la voiture elle est sortie de la piste à Vallelunga et que Jim Glickenhaus a fait une vidéo avec les pièces cassées et qu'il a reçu je sais pas combien de demandes de gens qui voulaient acheter les pièces cassées. Je m'en souviens. C'est quand même fort et c'est lui qui communique, c'est lui et ça je l'ai déjà dit et je peux le redire une 25e fois, Jim Glickenhaus, tu peux lui envoyer un WhatsApp, un mail, un SMS ou l'appeler à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, il est toujours là pour te répondre, tout le temps. Et ça pour nous, si tu veux, c'est du pain béni en fait et c'est aussi ce qui plaît aussi aux gens, c'est que il est proche de ses fans. Et c'est un petit peu ce qu'on peut reprocher aux constructeurs généralistes, c'est que c'est des grosses machines, donc c'est plus compliqué. Faut prendre des rendez-vous, tu vois, il faut envoyer un mail, il faut passer par une voie hiérarchique. Glickenhaus, tu t'en cognes, il n'y a pas d'attaché de presse, c'est lui l'attaché de presse. Donc, et puis il a raison, c'est lui qui paye. Donc à un moment, si tu veux, faut passer par le mec qui paye. Voilà. Et tu vois, par rapport à ce qu'on disait par rapport à Baïkoles, je pense que aussi ce qui a le fait qu'on s'intéresse beaucoup à Baïkoles, c'est le fait qu'on s'attache à cette équipe parce que on a envie de les voir finir les 24 heures du Mans une fois au moins. T'as surtout envie de pas les voir prendre feu. Hein. Oui, c'est ça. On a de la peine pour eux. Je pense qu'on est là, les pauvres et tout. On a envie qu'ils fassent mieux en fait. Oui, mais c'est toujours la même chose. C'est toujours le petit contre le gros. Et puis, évidemment, c'est une voiture qui prend feu une fois sur deux. Donc, tu dis, merde, cette voiture a bien arrivé à finir une course, à pas prendre feu. Donc, tout le monde, t'as un certain engouement autour de cette voiture-là. Mais même si c'est un plus petit constructeur, tu es à l'opposé de ce que tu peux avoir avec Glickenhaus en termes de communication. Parce que tu en as un qui communique tout le temps et l'autre qui communique jamais. Et aussi. Et je te coupe, Nathan, et ce qui serait le pompon, et ça c'est quelque chose que tu connais mieux que moi, il ne manquerait plus qu'en plus Baïkoles gagnait 24 heures du Mans virtuel ce week-end. Et alors là, ce serait énorme. Et aussi, c'était une voiture, je trouve, la dernière, je ne me rappelle plus du nom de la voiture, la dernière Baïkoles. Ouais, elle se détache. Voilà. Elle se détachait totalement en termes, je trouve, de look de tous les protos qu'on a pu voir. Et c'est ça, elle avait une vraie signature. Oui, elle avait une vraie signature. Elle a une vraie signature. Je suis assez d'accord. Et comme va avoir Peugeot. Peugeot, quand on la voit, on sait de suite que c'est une Peugeot. Exactement. Comme Glickenhaus. Aussi. Ouais, tout à fait. Je suis d'accord. On va
Toyota, c'est vrai que tu sais pas trop si c'est P1, Hypercar, parce que c'est les mêmes couleurs déjà. Donc quelqu'un qui est un peu novice, tu sais pas trop la différence. Voilà. Ça marche. Ok, On va eh ben, écoute, c'est très passer bien. au LMP2, messieurs. Bah oui, ça y est, on a fini les oui. hypercars. Merci beaucoup, Nathan. Merci, oui, Nathan. mais Plaisir. donc voilà. Bah, reste avec nous. Bon, Laurent, Oui. 15 LMP2, 15 heures et quart. On a 15 Ça, heures et quart. Ça, c'est pas une surprise. On aurait pu avoir une petite Ligier quand même. Ça me paraît compliqué. Il en reste déjà plus qui roulent beaucoup, donc ça me paraît dur. Donc du coup, on a des nouveaux arrivés. On a Penske, on a Prema avec Orlen, Vector Sport, notre petite dernière avec Sébastien Bourdet. Chez Penske, on a le retour d'un gentleman driver, Emmanuel Collard. Enfin, gentleman, j'y par l'âge. Gentleman driver, je vais lui dire demain matin, il va être content. Non, que je dis gentleman, c'est un monsieur. Oui, ça, Ouais. je suis d'accord. C'était plus cet esprit-là. Qu'est-ce qu'on peut dire Jota qui perdent leur line-up phare au profit de, a priori, WRT. Voilà, on a le début d'AF Corse en programme avec l'équipage AF Corse GTE Pro qui se sont upgradés. Voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre de nouveau aussi? On a Ultimates qui se sont inscrits complètement pour le Wake. Tu as aussi le passage de Real Team qui change d'équipe et qui s'associe avec WRT plutôt que TDS comme c'était le cas l'année passée. On a toujours nos deux United, on a un G-Drive. D'ailleurs, on n'a qu'un G-Drive, tiens, ce coup-ci, on n'a pas Algarve Pro Racing. On aura peut-être en ELMS du coup. Peut-être en ELMS, ouais, mais en Wake, on les aura pas. Donc, du coup, ça nous fait 15 LMP2, donc là, comme on le sait. Mais je te coupe Alban, APR, donc Algarve Pro Racing sera quand même en soutien de G-Drive Racing en Wake. Tout à fait. Mais ils seront pas en Pro-Am. Non, et ce sera avec une Oreca 07 et pas avec une Horus 01. Oui, c'est pas avec l'Horus, tout à fait, ils ont délaissé Horus. Ensuite, GTE Pro, Laurent, 5. Parce qu'on a la Corvette qui vient essayer de s'immiscer dans la bataille de la guerre ouverte Ferrari-Porsche. Ça va être à suivre, ça. Je pense qu'il y aura de la revanche dans l'air. Après le final de Bahreïn, je pense que oui. Voilà. Et surtout, on a la catégorie LM GTE-AM, où là, on a 13 concurrents. Donc, je pense qu'on reprend les mêmes que l'année dernière. À peu de choses près, j'ai pas vu de... Ouais, si, tu as Cetilar qui est parti en IMSA, notamment. Mais après, ceux qui sont là, en règle générale, étaient là l'année passée, excepté F. Corset avec la voiture de Franck de Zoteux et de Pierre Rag. Mais sinon, on a affaire à des gens qui connaissent bien le championnat, bien la catégorie. Il n'y a pas de surprise. Donc, est-ce qu'on aura des nouveautés entre-temps, Laurent, en cours de saison? Est-ce qu'on pourra avoir des nouvelles arrivées pour préparer d'ici le début de la saison? Oui, par exemple, on a vu à Monza, pour préparer Le Mans, on a eu des invités de dernière minute. On a eu Panis qui est venu, qui s'était invité et tout ça. Ouais. Après, le problème, c'est que cette année, si tu veux, t'es full, hein, déjà avec 39 voitures. Alors après, attention, si les 39 voitures ne roulent pas tout le temps, tu peux avoir des one-shots à la limite, pourquoi pas, au coup par coup. Ah. C'est tout à fait possible, notamment à Spa. Tout à l'heure, tu parlais du ticket d'entrée, du ticket d'inscription pour une voiture au WEC. Comme tu aimes bien le dire, qui paye? Combien ça coûte l'inscription d'une voiture? Très cher. Très cher, ouais. À peu près combien? On peut avoir un ordre d'idée? T'as un ordre d'idée? Alors, je n'ai plus les chiffres en tête cette année. Je sais que ça a augmenté un petit peu, mais ouais, c'est pas donné. C'est un championnat du monde FIA. Hein, donc, déjà, si tu es constructeur, déjà, une marque comme Toyota déjà verse beaucoup d'argent. Mais quand je dis beaucoup d'argent, c'est plusieurs centaines de milliers d'euros pour avoir un titre mondial. Hein. C'est la même chose pour Ferrari, la même chose pour Porsche, la même chose pour Corvette. Mais alors après, tu t'engages au WEC, tu as un droit d'entrée, tu rajoutes un peu un droit d'entrée après pour les 24 heures du Mans. Mais tu dois être à, je sais pas, 80 000 euros, hein, facile. Donc c'est pas donné. Hein. Oui.
J'ai plus tellement les chiffres en tête, mais ouais, ça doit être plus de 50 000 euros. Ouais, ça fait la FIA. Ouais, globalement, cette liste WEC, elle n'est pas très surprenante. On n'a pas eu à part l'apparition de Peugeot. Est-ce que toi, tu la trouves assez alléchante pour un championnat qui fête sa 10e année? Écoute, je vais dire, faut quand même se rappeler la vie actuelle, quoi. On est quand même en pleine crise sanitaire. C'est quand même compliqué de voyager, c'est compliqué de boucler des budgets. Et je veux dire, on a 39 voitures sur la liste des engagés. Je trouve ça exceptionnel. Et on ne peut que s'en réjouir. Et c'est une volonté du WEC de bloquer à 39 ou ils auraient pu monter plus? D'un point de vue logistique, il faut quand même penser qu'il y en a des courses overseas avec la Floride, avec Bahreïn, avec le Japon, et que c'est 39, c'est le maximum que tu peux accepter pour faire quelque chose de bien en termes de logistique. C'est pas simple de faire voyager des voitures comme ça à l'autre bout du monde. Donc 39, ça va encore. Si tu commences à dépasser les 40 voitures, ça complique un peu la donne. Tu as quand même beaucoup de logistique à gérer, à surveiller. Donc bon. Et puis, faut pas que tu aies 50 voitures en WEC non plus. Ça reste un championnat du monde et tu as aussi un Européen de Le Mans Series qu'il faut remplir. Si tout le monde va en WEC et qu'il n'y a plus de LMS, c'est clair. Tu vois, donc si tu tapes que des LMP3 en LMS, c'est plus compliqué. Tout à fait. On passe côté outre-Atlantique. Ah non, on passe pas. Bon, il y a une petite question d'Enzo Blin. Ça, on peut le faire à la fin. Je te laisse. Ah ouais, c'était WEC, Alban. Ok. Ah bon alors vas-y. Sinon je pensais que tu allais faire toutes les questions à la fin. Vas-y. Non, il y a juste deux petites questions très rapides. Je les pose tout d'affilée. Il y a Enzo Blin qui nous demande pourquoi WRT se sépare d'une bonne partie de ses line-up. Il y a cette question-là et il y a aussi une autre question. Ça y est, je l'ai bouffé, Richard Mille Racing. Je crois que le line-up sera pas 100% féminin, il me semble. Je crois qu'on parle de Visser, Milesi et évidemment Liu Wadou qui a été intronisé aujourd'hui ou hier, je crois, dans les médias. Voilà les deux questions. C'était un petit mot là-dessus rapide avant qu'Alban enchaîne sur l'IMSA. Alors attends, parce que j'étais un peu perdu. Pardon. Ça a coupé. C'était quoi la question ? Ouais. Non, ça n'a pas coupé, c'est moi qui ai merdé. Il n'y a pas de souci. Ah oui, pourquoi il se sépare ? Déjà, un Charles Milesi qui était déjà silver est passé gold. Ouais. Donc forcément, au niveau quand tu veux rentrer des pilotes dans les cases avec ces catégorisations de pilotes, ça change un petit peu la donne. Et tu vois, Louis Delétraz est parti rouler aux États-Unis en IMSA, va rouler avec Prema, avec Kubica, et c'est un peu le jeu des chaises musicales, et c'est un peu la même chose que tu retrouves en GT World Challenge Europe ou en FFSA GT, et tu retrouves ça un petit peu à tous les niveaux. Donc, écoute, il y a pas, ça fait partie du sport auto. Que les gens changent en cours d'année et puis après tu as des budgets à trouver, hein. Peut-être que Orlen va payer moins cher à aller rouler chez Prema que payer chez WRT, je sais pas, ça c'est moi qui le dis, mais ça peut l'expliquer aussi, hein. Il y a toujours une histoire de budget, hein. Orlen, c'est le sponsor phare de Robert Kubica aussi, hein. Ouais. Et il y avait aussi donc Lilou Wadou qui passe d'Alpine à Alpine Europa Cup, si je ne dis pas de bêtises, au Richard Mille. Et c'est celle qui a été intronisée la première. Donc c'est magnifique. Franchement, c'est magnifique. Je voulais qu'on en parle un petit peu. Et après, on passe à l'IMSA. Ouais. C'est chouette ça. Ouais, c'est une belle histoire. En plus, on va être un peu chauvin. On va refaire un peu de cocorico. C'est une pilote française. C'est une pilote française, donc c'est non, franchement c'est bien. En plus elle est mimi comme tout, parce qu'en plus c'est une fille qui a vachement la patate et tout, et elle fait des tests à Bahreïn pour le rookie test là en fin de saison WEC, plus là des tests récemment en LMP3, et vu son âge et tout, c'est une belle récompense, ouais. C'est une belle récompense. Ça marche. Quand on regarde la liste d'entrée WEC, c'est quand même assez francophone, hein. En P2, on a pas mal de pilotes français et on a quand même 2 équipages francophones, donc 3 si on rajoute
Real Team. En hypercar, on a 3 teams francophones. On est pas mal quand même. Bon, en GT, on n'a pas grand-chose, malheureusement. Mais... Ouais, mais bon, tout ce qu'on a, c'est quand même mieux que rien, non? C'est plutôt pas mal, je trouve. Par les temps qui courent, je te dis, c'est pour ça, il faut pas oublier la complexité économique et la complexité sanitaire du moment. Hein. Je veux dire, ça a jamais été aussi compliqué. Enfin, pas que ça a jamais été aussi compliqué, parce que ça fait 2 ans que c'est compliqué. Mais au final, il y a de plus en plus de voitures dans tous les championnats. Donc tout va bien. Exact. Blanc, bientôt ce qu'ils appellent le Big One, la Rolex 24. 60 équipages. 61. Sur du 61 équipages, 7 DPI. Là, c'est pas mal. Gros DPI, là, il y a des gros line-up. Hein. Là, on sent que derrière, chaque écurie va vouloir. Là, il n'y a pas de David contre Goliath. Il n'y a pas de David contre Goliath. Alors, c'est vrai qu'il y a des gros équipages. Maintenant, on peut aussi dire que il y a entre guillemets que 7 voitures hein, pour une catégorie Rennes. Je veux dire, les gens se plaignent, il y a des fois en wake, mais il n'y a pas beaucoup de voitures. Bah ouais, enfin en IMSA, il y en a 7. Par contre, niveau qualité, bon, il y a quand même un peu de level. Mais par contre, ce qu'on peut reprocher aussi, c'est que il y a 2 constructeurs de châssis. Hein. Tu as 2 Acura contre 5 Cadillac. Mais par contre, il y a du niveau. Voilà. Jusqu'à la dernière minute, tu sais pas sur qui miser. Comme toujours aux États-Unis. Voilà. Ils ont une BOP intelligente. On dit ça, mais on dit rien. Ils ont une BOP intelligente. Ils ont surtout ils font surtout beaucoup de shows. Enfin, je veux dire, on n'est plus dans l'époque que moi j'ai connue il y a plus de 10 ans avec le Grand Am, avec ces fameuses Daytona prototypes là, que beaucoup trouvaient assez hideuses et qui au final étaient assez. Enfin, que moi j'aimais bien parce que c'était totalement différent de ce qu'on avait en Europe. Ça faisait des beaux bruits, c'était des looks pas possibles et tout. Donc ça c'est quand même assez européanisé en termes de course. On a moins de neutralisation. Avant, on te disait toujours, tu allais discuter avec les pilotes à Daytona, on te disait ouais en fait. Ce qui est intéressant, c'est la 24e heure. Tout ce qui est avant, on s'en fout. Il faut survivre et rester dans le même tour que le leader. Alors oui, maintenant, il faut toujours rester dans le même tour que le leader. Mais maintenant, tu as quand même des règles qui font avec le wave by et tout. Tu as quand même des règles qui font que tu peux revenir dans le tour du leader, que tu peux te rebattre pour la victoire. Donc, on a un petit peu changé les choses. Et on a quand même des pilotes français qui sont capables de gagner l'overall. Ah oui, tout à fait. On a du Simon Pagenaud, on a du Tristan Gauthier, Duval, Bourdet. Donc, il y en manque un. On aurait pu rajouter Olivier Plat, mais malheureusement, il n'a pas pu. Il n'a pas eu de volant. Ouais. Donc, dommage. Et après, il y a tous des gros noms, Albuquerque, Kobayashi et tout ce qui va avec. Par contre, DLMP2, c'est pas mal aussi. Ils ont un petit peu plus étoffé le plateau. Ils ont un peu plus étoffé parce qu'il y a quand même plusieurs équipes qui viennent que pour les courses d'endurance, donc pour les 4 courses, hein, la Michelin Endurance Cup avec Sebring, avec Watkins Glen, Daytona et puis Petit Le Mans. Donc avec Dragon Speed, on a une voiture qui fera toute la saison. G-Drive qui vient à Daytona, Racing Team Nederland qui vient aussi sur les courses longues. Donc non, c'est plutôt pas mal aussi. LMP3 8, donc est-ce qu'on peut dire que le LMP3 a du mal à prendre en IMSA? C'est pareil, c'est un championnat qui coûte beaucoup d'argent, hein. Il y a quand même des courses longues, et puis tu as quand même aussi à côté un championnat IMSA Prototype Challenge quand même qu'il faut aussi développer et qui coûte un peu moins cher. Donc là on a à peu près le plateau, si tu veux, qu'on avait dans le passé avec les Prototype Challenge, avec les Eureka et les Formula Le Mans. Donc bon, faut juste espérer que tout se passe bien en piste parce qu'on sait que ces voitures, les pilotes ont souvent été un peu montrés du doigt. On se souvient d'il y a quelques années, notamment à Sebring en Prototype Challenge, où ça a été un peu la Bérésina. Mais par contre, ce qui est plutôt bien, c'est qu'on a un match plus ou moins quand même pas mal équilibré entre Duquesne et Ligier, puisqu'on a, je crois, de mémoire 4 Duquesne, il me semble. Donc bon. Par contre, la catégorie qui va aussi cristalliser l'attention du public, t'as la GT2 Pro. Là, il y a 13 voitures. GT3.
GTD Pro. GTD Pro, ouais. Pro. Là, pareil, hein, quand on voit les noms, les voitures, WeatherTech qui tape 2 Mercedes et une Porsche, et quand on voit les line-up, ça fait peur aussi. Ah oui, ça fait peur. Alors, là, c'est quand même un niveau au-dessus que les DDPI. Hein. Ouais. Il y a que cette voiture, là, tu as 13 voitures. Les MP3 vont avoir du mal. Hein. Là, on a toujours du niveau en GT, à Daytona. Donc non, puis on a des pilotes aussi qui sont quand même suffisamment talentueux. Et puis si tu rajoutes à ça les 22 GTD qui roulent pas en pro, mais les 22 GTD dans la catégorie GTD où il y a un gentleman. Si tu veux, les équipages, quand tu vois l'équipage, notamment Rizzi, là, avec Pierre Guidi, Calado, Serra et Rigon, bon, ok, d'accord. Merci. Tu vas chez BM, c'est du même style. Tu vas chez Mercedes, c'est la même chose. On parle pas des Corvettes, même si elles vont débuter. Tu as KCMG qui vient foutre un petit peu le bazar pour débuter, si tu veux, aux États-Unis. Donc, on va surveiller aussi, parce que tu as quand même Vantore, Pilet, Olsen et Imperatori, c'est quand même pas rien. T'as Lamborghini avec Bortolotti, Caldarelli, Mappelli, là c'est. Exactement, tout à fait. C'est pas mauvais du tout, ça. Ouais, c'est pas tout mauvais. à fait. Ouais. Et après, t'as les deux Corvettes qui, eux, jouent à domicile avec leur propre line-up. Donc, Est-ce qu'ils ont bien réussi à passer le cap, Corvette? Parce on les entend pas beaucoup. Il faut voir ce que va donner la C8 en version downgradée, on va dire, en version GT3, enfin GTD. Mais bon, après, c'est une histoire un petit peu de technique avec un aileron, une hauteur de caisse et puis il y a un régime moteur aussi qui va être un petit peu modifié pour pouvoir rentrer un peu dans la case GTD. Bon, écoute. Il y a une inconnue, Laurent, aussi, tu l'as évoqué avec Jeff tout à l'heure. Les BM, qu'est-ce qu'elles vont faire Parce qu'ils sont quand même deux gros équipages. C'est vrai. Non, et c'est pour ça que ça s'annonce quand même assez. Magnifique course en vue, je pense, à tous les étages. Ça s'annonce assez indécis. T'as Faf aussi, tiens. Avec Jaminet, Campbell, Nasr, c'est aussi du costaud, ça. Ouais. Voilà. Donc, c'est difficile de savoir qui va sortir son épingle du jeu. Exact. Donc en GTD, qui c'est qu'on peut servir, qu'on peut suivre et qui peut nous faire un petit peu vibrer. On a quoi, les Vasseur Sullivan avec les Lexus? Ouais, qu'on retrouve pas forcément, évidemment, pas forcément en Europe. Après, tu as aussi Wright Motorsport qui est toujours au top aux États-Unis avec Hardwick, Robichon, Halen et puis le renfort de Richard Litt, ce qui est quand même pas rien. Et puis après, il y a là aussi, il y a aussi les BM avec Turner Motorsport. Donc il y a aussi du beau monde. Alors toi, t'es plus GTD ou GTD Pro sur la Rolex? Moi, je suis plus GT1, moi. Donc, moi, je suis l'ancienne époque, moi. Ils n'ont pas roulé à Daytona, les GT1, je crois. Non, parce que c'était le Grand Am et l'American Le Mans Series. Donc, à cette époque-là, c'était un peu séparé. Donc, Est-ce que, justement, moi, je vais conclure sur ma partie IMSA et WEC. Automoto la chaîne, ils vont nous les rediffuser, les 24? Écoute, j'espère. Ouais, parce qu'on n'a pas, je sais pas si vous. Non, j'espère. Non, j'espère bien. Ils communiquent pas beaucoup en avance parfois. Ouais. Je trouve ça bizarre. Ils communiquent la semaine d'avant presque. Ils veulent faire l'IMSA. Adrien Pavieux nous avait dit qu'ils allaient continuer sur l'IMSA. Donc ça sous-entend peut-être qu'on aura la Rolex. Ouais, je pense. Je pense que les audiences étaient bonnes l'année passée. Donc, Donc j'espère qu'on pourra les suivre depuis la France. Ils ont fait Sebring aussi. Ils ont fait ils ont fait Petit Le Mans, je crois. Petit Le Mans. Ouais, Petit Le Mans. Nürburgring, enfin voilà. Et toi, au final, tu y vas, Laurent? Alors, tu pourras aller travailler un peu à Daytona? Ça me paraît compliqué dans la mesure où je rentre la semaine prochaine. Il faudrait aller au ROR tant qu'à faire la semaine d'avant. Et après, moi, je reviens ici pour l'Asian Le Mans Series. Donc, j'ai un plan B pour Daytona qui, j'espère, sera annoncé incessamment sous peu sur Endurance Info. Disons qu'il pourrait y avoir une nouvelle signature au niveau des articles pour les 24 heures de Daytona sur le site.
Cool. Très bien. Très bien. Ok pour moi. Jeff, je te laisse faire Tu veux faire les questions du chat si vous avez noté des questions pour Laurent. J'en ai pas trouvé d'autres parce que vous avez quasiment tous répondu aux questions. J'ai posé celle de tout à l'heure qui me tenait à cœur. Je crois que Nathan, tu voulais rajouter quelque chose et puis après on va conclure. On va laisser Laurent dormir parce que chez lui il est minuit 15. Enfin chez lui. Ouais, si il est chez lui, on va dire qu'il est chez lui. Nathan, tu avais une question supplémentaire, je crois. On profite que tu sois là. T'es pas toujours avec nous, donc vas-y. Par rapport au WEC, vu que cette année c'est la 10e saison, c'est quand même 10, c'est quand même un bel anniversaire. Est-ce que ils vont avoir prévu quelque chose, faire un peu une petite fête ou pour le moment rien de communiqué? La saison n'est pas commencée que tu veux déjà faire la fête. Bah oui, attends, c'est important. Hein. Je sais pas, je peux pas, je sais pas. Je sais pas s'il y a quelque chose pour célébrer le 10e anniversaire, je sais pas. Je peux pas te dire. En plus, c'est bien. L'histoire est belle parce que ça a commencé en 2012 à Sebring. Donc, si en 2022 on peut aller à Sebring, tu vois, la boucle est un peu bouclée par rapport à l'histoire. Ouais, on pourrait peut-être avoir des livrets sur les voitures un peu spéciales comme c'était il y a 2 ans, les 50 ans de l'IMSA. Peut-être. Ouais, peut-être. C'est pas bête. Parce que c'était sympathique, c'était tout le monde qui disait ben voilà, c'est 50 ans de l'IMSA, on fait quelque chose. Ouais, peut-être. Ils ont tous fait, ils ont tous participé. Pourquoi pas là aussi? Écoute, c'est peut-être quelque chose qu'il faut proposer. C'est pas bête. Ouais, je suis assez d'accord. Tu peux faire un truc un petit peu historique en fait, qui marque un peu la chose. Alors après, il va falloir aussi se pencher sur le sujet de l'endurance par rapport aux spectateurs et par rapport aux fans, parce qu'on a quand même des courses qui sont longues et il faut aussi intéresser les fans, intéresser les gens pour regarder les courses sur des temps assez longs. Alors ça pose pas de problème à Daytona, ça pose pas de problème au Mans, ça pose pas de problème à Spa, au Nürburgring, voire peut-être même ici à Dubaï. Mais après, pour les autres courses, si tu as une époque où tout va très vite, où on te dit qu'une vidéo sur YouTube, il faut pas qu'elle fasse plus de 2 minutes parce que les gens vont pas la regarder plus loin. J'espère qu'on va réussir à intéresser les gens sur des courses de 3 heures comme on a 3 heures en GT World Challenge Europe, de 8 heures, 9 heures ou 10 heures comme on peut avoir en IGTC ou de 1000 miles qu'on peut avoir en WEC et tout. Donc ça aussi c'est un paramètre qu'il va falloir arriver à gérer à mon avis pour l'avenir. Comment on va intéresser les gens ou la nouvelle génération à regarder des courses assis dans un canapé ou assis dans une tribune. Oui, parce que quand tu fais le parallèle avec, par exemple, la F1, une course de F1, c'est quoi? C'est 1h30, 2 heures au grand max et fini. Ouais, alors que l'endurance, bah oui, c'est variable et puis c'est compliqué d'intéresser quelqu'un aussi longtemps. C'est compliqué d'intéresser quelqu'un longtemps. C'est quand même, quoi qu'on en dise, une discipline qui est compliquée à comprendre quand on n'est pas dedans tous les jours. C'est pas simple d'expliquer aux gens comment ça fonctionne, les différentes catégories et différentes choses et tout. Donc ça demande forcément un petit peu de temps. Et ouais, alors c'est sûr que si tu as 10 constructeurs, ce sera peut-être plus facile à intéresser les gens que si tu en as 2. Peut-être, je pense. Donc il faut que les courses soient belles. Ouais. Quand on suit... Daytona va nous donner la température et puis ce week-end aussi. Ouais, mais alors après, c'est ce que je te disais juste avant, c'est que sur certaines courses, ça pose pas de problème parce que tu sais qu'il se passe toujours quelque chose. Tu sais qu'à Dubaï, il va se passer des accidents. Tu sais qu'à Daytona, il va y avoir des soucis ou des accrochages ou des sorties dans le banking ou je sais pas quoi. Il y aura forcément quelque chose. Après, sur d'autres courses, et cela je parle en général, sur d'autres courses, on va pas dire, mais il y a quand même des fois, on se fait chier, quoi. Ah bon? Putain, il y a des fois, c'est pas simple. T'as pas regardé les 6 heures et 8 heures de Bahreïn? J'ai pas regardé. Allez, les 5 dernières minutes, les 15 dernières minutes, le money time. Non, quand même pas. Faut quand même pas exagérer, mais c'est compliqué. Enfin, même pour moi, c'est compliqué quand t'es chez toi de regarder une course longue, de n'importe quel championnat d'ailleurs. Hein. Exactement. Ouais. Est-ce qu'ils vont parce que tu fais ça? Parce que tu fais ça, parce que tu peux être amené à faire autre chose quand tu es chez toi, parce que tu n'es pas forcément focus sur ton écran, que tu peux dire tiens, je vais aller faire ça, puis tu as le téléphone qui sonne, tu as quelqu'un qui sonne, qui vient chez toi, et il faut que tu restes concentré. Enfin, si tu veux rester concentré sur la course,
c'est pas forcément quelque chose de facile. Est-ce qu'ils pensent à changer un peu ce format? Est-ce qu'ils ont des pistes? Le problème, c'est que si tu changes le format, il faut quand même que ça reste de l'endurance. 2x4, 2x8, 2x3-6. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce qu'on appelle de l'endurance en 2022? Est-ce que le championnat de France s'est fait SAGT avec des courses d'1 heure et des relais de 25 minutes? On considère ça comme de l'endurance parce qu'on change de pilote. Tout le monde a une idée différente sur le sujet. Ouais. Toi, tu peux dire oui, toi, tu peux dire non, et tu peux écouter les deux avis on peut les entendre. Mais c'est quoi une course d'endurance? C'est de 1 heure, 2 heures, 3 heures? À partir de combien c'est d'endurance? Voilà, on s'appelle bien Endurance Info, on couvre la Porsche Carrera Cup France avec des courses de 20 minutes. Il faut évoluer aussi. Est-ce que par rapport à ça, il ne pourrait pas s'inspirer de l'IMSA où tu as quand même des formats courses longues et courses courtes avec des prototypes? Ça pourrait être peut-être intéressant. Je pense que avec ce qui va arriver l'année prochaine, avec le début du LMDH, les GT3 qui vont arriver en WEC et au Mans, peut-être que ça va permettre de changer le cours des choses. Pour avoir discuté, comme je disais tout à l'heure, avec le directeur général du championnat il y a quelques heures, l'objectif est forcément de monter le nombre de courses. Alors, on ne va pas passer à 20 courses, ou je ne sais pas combien ils sont en Formule 1, vous êtes plus calé que moi sur la F1. C'est quoi? C'est 20, 21, 22, 23? 23, on n'aura pas 23 courses. Si tu veux, on t'en offre 2 plus, ça fait 25, ça fait un compte rond. On n'aura pas 23 courses en endurance, mais maintenant, on en aura certainement un peu plus que ce qu'on a maintenant. Donc peut-être qu'on aura des courses qui seront réservées à des protos, s'il y a assez de protos pour faire un plateau, que l'autre fois, ce sera peut-être que des GT, où ça peut être très intéressant aussi. On le voit avec la manche en Virginia, avec la manche GT. Je pense que tout le monde va un peu regarder comment va se passer le début de ces catégories LMDH, le nouvel LMP2 qui vont arriver, le GT3 qui va débarquer, qui va remplacer le GTE. Donc, je pense que tout le monde va chercher un petit peu. Mais je pense que ça va évoluer. Il y aura une grosse phase de transition qui va être abordée. Tout à fait. Ça marche. Merci bien, Laurent. Parfait. On s'est encore une fois régalé. On m'a forcé, Laurent, avant de conclure, on m'a forcé à te poser cette question. Je vais te la lire telle qu'on me l'a écrit dans mon Messenger aujourd'hui. Je ne te dis pas qui c'est, parce que je devrais le dire, mais je le fais exprès. Endurance Info, c'est l'info sur le GT, l'endurance, mais pas que. C'est aussi l'endurance classique. Il y a un indice. Quels sont les prochains déplacements sur les circuits et autres salons, et les prochains dossiers et articles à venir? C'est presque de l'autopromo, hein. Tu vois qui c'est? Qu'est-ce que je peux te dire? Sur les voitures, il va y avoir quelque chose sur la Porsche, la Dower, en dossier. Une Porsche qui a quand même brillé au Mans. Et après, les déplacements, il va y avoir Rétromobile. Mais Rétromobile s'est reporté. Donc, on va attendre aussi le report de Rétromobile. Voilà. En mars. Il y a le Mans classique, il y a le Tour Auto. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas être partout. Donc, c'est un peu ça le bémol, quoi. Donc, on va essayer déjà de suivre tout ce qui se passe et tout, et d'être un peu partout, mais on peut pas se dupliquer. C'est un peu ça le problème. Exactement. Ouais. Bon, en tout cas, voilà, il y a un très bel article sur Toyota d'ailleurs aujourd'hui. C'était 10 ans jour pour jour le premier roulage de la LMP1. C'est David Bristol qui l'a écrit, je crois. Voilà, donc il y a plein de choses en ce moment. Ça, je vous cache pas qu'il y a de quoi faire, il y a de quoi lire. Et en tout cas, voilà, c'est très agréable en tout cas. Voilà. Et abonnez-vous. Oui, voilà, c'est pour la survie. Franchement, c'est pas cher. Bon, on peut le dire. De toute façon, c'est 10 € par mois. Non, par an. Même si tu commences à me savonner la planche avec 10 par mois. 10 par an. Ah bon? Il faudra que je fasse attention parce que j'ai 10 € par mois en moins. C'est bizarre. Non, c'est pas vrai. Je plaisante, évidemment. Je plaisante. Non, c'est 10 € par an. Et très beau contenu. Laurent, on recevra mercredi prochain à ta place, il y aura Grégory Guilbert qui sera en interview pilote. Okay. On va recevoir Grégory, on va parler un peu de karting aussi, du GT évidemment et plein de choses. Et parler de surgelé aussi. De surgelé? Très bien, je le note. Surgelé, très bien. Je t'appellerai pour avoir des petites pistes croustillantes, on aime bien ça. Donc voilà. Donc voilà, mercredi prochain, 20h45, Grégory Guilbert. Un mec bien. Carrément, je confirme, très sympa. Merci Laurent.
Merci à tous. Merci Willy qui était aux manettes. Merci Alban. On se suit ce week-end, Laurent, dans le paddock de Dubaï. Et puis on se donne rendez-vous très très vite, dans un mois, le 8, je crois, février, pour le prochain Endurance Talk. Voilà, tout simplement. Il y aura pas mal d'actu encore une fois. Le débrief de Daytona, je pense. N'est-ce pas, Alban? Oui, absolument. Oui. Voilà, il y aura quelques trucs sympas. Merci à tous, bonne soirée, merci les membres, merci à tous ceux qui ont posé des questions, merci Laurent, merci Fred, Nathan, Willy, Alban, à bientôt, ciao ciao, bon week-end. Merci, ciao.